Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Notre grand débat dans les vraies voix sur Sud Radio ce soir, déconfinement le 11 mai. Êtes-vous rassuré par le plan d'Édouard Philippe présenté cet après-midi à l'Assemblée nationale? 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux. Philippe Rossi, ça donne quoi tiens pour le moment? Oui, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et bien pour le moment c'est un grand non, un non à 90%. Ils ne sont pas convaincus et ils ne sont pas rassurés surtout. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Nos invités, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France. Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis Jonas Haddad, avocat et secrétaire adjoint départemental LR et ancien candidat LR à la mairie de Rouen. Bonsoir et merci également d'être avec nous depuis cette belle région de Normandie. Nicolas Dupont-Aignan, je vais commencer avec vous. Le Premier ministre a fait preuve de clarté, selon vous, devant les députés sur l'ouverture ou non des établissements scolaires, l'ouverture des commerces, les transports avec le port des masques, sur les masques en eux-mêmes, sur les tests. Est-ce que vous avez tout bien compris, si je puis dire? Écoutez, je dois être très bête parce que j'ai pas tout compris. Et notamment, ça commençait bien. C'est embêtant. Oui, ça commençait bien, si je puis dire, parce qu'au début, il a dit des choses sensées en expliquant que la pire des choses, ce serait de déconfiner de manière maladroite et d'avoir un nouveau confinement. Et là, je suis d'accord, on ne peut être que d'accord. Et puis après, patatras, ça tombe dans l'incohérence la plus totale parce que on nous interdit d'aller se poser ses fesses sur une plage. Il y a interdiction d'avoir un rassemblement de plus de 10 personnes. Dans les obsèques, il ne faut pas plus de 20 personnes, mais on va mettre des millions d'élèves d'école primaire sans masque dans les salles de classe. C'est complètement dément. Donc, moi, j'ai pas compris. J'avoue que j'ai pas compris. Alors, on nous explique que c'est pour des questions d'égalité sociale, mais ça veut dire qu'on va mettre le virus qui va se répandre dans les foyers des foyers qui envoient leurs enfants à l'école et qui seront les plus modestes. Donc tout ça est dérisoire, vraiment complètement dément. Je vous avoue, franchement, j'ai pas compris. Ouais. Et puis d'ailleurs, sur les enfants et sur l'école, figurez-vous qu'une information nous est parvenue depuis ce discours du Premier ministre, cette présentation de ce plan, parce qu'on peut se dire que d'ici le 11 mai, les choses peuvent encore évoluer. La preuve, une information qui nous est parvenue via le journal Le Point, qui dit que les pédiatres français s'inquiètent de l'apparition, tenez-vous bien, d'une forme d'hyperinflammation chez les petits. Une alerte va être lancée sur le territoire. Ces 3 dernières semaines, il y a eu une augmentation apparente du nombre d'enfants de tous âges présentant un état inflammatoire multisystémique nécessitant des soins intensifs dans plusieurs villes, dans plusieurs grandes villes. L'alerte résonne comme un coup de tonnerre à l'heure justement où on prévoit la réouverture des écoles françaises. Voilà ce que l'on apprend ce soir. C'est dire que ce qui a été annoncé sur l'école peut très bien encore être complètement battu en brèche d'ici quelques jours. Oui, mais si vous voulez, ce qui va pas, moi vraiment, il y a quelque chose que je comprends pas. Je me demande si c'est moi qui vis sur une autre planète ou si c'est le gouvernement. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est le gouvernement. Je vais vous donner un exemple. Alors, interdiction de mettre ses fesses sur une plage, même si vous êtes à 50 mètres de quelqu'un, interdiction. Interdiction de rassemblement de 10 personnes, etc., etc. Interdiction de se déplacer entre départements, pas plus de 100 km. Et puis au même moment, les frontières, pas un mot sur les frontières nationales. Je regardais encore ce matin. Les avions arrivent à Roissy, il y a des avions qui arrivent à Roissy. Nous sommes le seul pays d'Europe où il n'y a aucun contrôle sanitaire. L'Allemagne a fermé ses frontières, l'Italie. Vous voyez des camionnettes et des camions passer en France de toute nationalité. Il n'y a aucun contrôle. Alors, on va interdire aux Français d'aller d'un département à l'autre, mais on laisse notre territoire ouvert par idéologie européiste délirante. Bon, donc là, allez, on va demander à Jonas Haddad qui est avec nous ce qu'il pense lui de cette intervention du Premier ministre. Et effectivement, je repose la question. Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que vous avez l'impression qu'il a été assez clair, le Premier ministre, sur l'ouverture ou non des établissements selon qu'ils soient élémentaires ou bien supérieurs, collèges, lycées, les commerces, les transports, les masques, les tests? Est-ce que pour vous tout était clair? Je ne sais pas si tout était clair, en tout cas c'était appréciable. Je sais pas un satisfecit intégral, mais ce qui est appréciable, c'est que par rapport au départ de la crise dans lequel on nous expliquait qu'il n'y avait pas besoin de masques,
que le gouvernement avait tout anticipé et qu'on était complètement au top, disons, sur les tests et sur les masques, là, on n'a pas un début de mea culpa, mais plutôt un début d'humilité. Dans le sens où le Premier ministre l'a dit, la doctrine a régulièrement changé, car le virus lui-même a régulièrement changé, l'OMS a également beaucoup changé, et pour une fois, on reconnaît qu'effectivement, oui, il y a une pénurie de masques, et oui, il y a une pénurie de tests, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais les pays qui ont déjà commencé à déconfiner, c'est parce qu'ils avaient des masques et des tests, et nous n'avions pas ni masques ni tests, et ça ne servait à rien. Honnêtement, on peut dire aujourd'hui, ça ne servait à rien de faire croire que les masques ne servaient à rien. Et je reprends l'expression de quelqu'un de bien connu qui a dit qu'elle ne saurait même pas mettre un masque. Et il fallait dire, on n'a pas de masque parce qu'on les a donnés aux Chinois au début de la crise et être cohérent et commander en conséquence. Et on voit bien que même au niveau des douanes, on a été bloqué de reprises parce qu'on a eu un système administratif qui n'a pas su répondre à cette urgence. Et donc en fait, il faut cet exercice d'humilité. Maintenant, pour la suite, sur le plan qui a été annoncé, effectivement, on voit bien que on nous avait parlé, notamment Emmanuel Macron avait parlé du 11 mai comme une date un petit peu symbolique, une forme de jalon. On voit bien que ce sera un jalon qui sera mouvant en fonction des réalités et d'un certain respect du confinement. Voilà. Donc oui, je trouve que c'est plus clair, en tout cas, dans le devoir d'humilité. Et en revanche, c'est vrai qu'il manque encore un petit peu de clarté. Mais ça, pour le coup, vu que les chiffres évoluent au jour le jour, je pense qu'on peut pas demander au gouvernement d'être devin non plus, quoi. Voilà. Ouais, enfin. Oui, mais quand même, les LR, pour parler un peu des LR, les LR vont s'abstenir ou voter contre le texte qui a été présenté par le Premier ministre. Parce que j'ai compris tout à l'heure dans l'après-midi, en début d'après-midi, que les LR étaient furieux parce qu'on ne leur avait pas présenté à l'heure, si je puis dire, le texte en question et qu'ils auraient aimé avoir le temps de le lire, etc. etc. Quand j'ai appris ça, d'ailleurs, je me suis dit, chasser le monde d'avant, il revient au galop. Non, parce qu'en fait, c'est pas le monde C'est de la d'avant, vieille c'est politique. Non, c'est le monde réel. Vous savez, DLR, vous en avez parlé, c'est un parti où il y a beaucoup d'élus locaux. Et donc, comme il y a beaucoup d'élus locaux, ils sont ancrés dans les réalités des territoires. Et quand vous n'expliquez pas comment on va faire pour réouvrir les écoles, effectivement, quand il y a quelques imprécisions, et que vous êtes vous-même un élu local, vous dites, bah, c'est compliqué de voter pour quelque chose que je ne connais pas. Donc c'est pas le monde d'avant, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est le monde réel. C'est celui des maires qui doivent se coller aux réponses à donner à leurs concitoyens parce que ce sont eux qui ont été élus. Alors il y en a d'autres qui sont un petit peu moins connectés au territoire et qui voient ça depuis Paris. Alors les Républicains, qui sont un parti ancré dans les territoires, ont dit, pour certaines choses, on ne peut pas voter en faveur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Je trouve ça assez honnête. C'est peut-être un peu monde d'avant. Et donc ça veut dire que là, dans les minutes qui viennent, les LR vont faire quoi concrètement? Ils vont voter pour le texte? Ils vont l'approuver ou pas du tout alors? Alors je sais pas, parce que je suis pas le président du groupe, mais de ce que j'ai cru comprendre... d'accord, vous avez bien une petite idée quand même. J'ai une petite idée. Certains vont s'abstenir et certains vont voter contre lorsqu'ils considéreront notamment qu'en matière économique, on n'est pas allé assez loin. Vous n'êtes pas sans savoir que le Sénat est majoritairement à droite et que le Sénat a proposé d'intensifier les mesures pour les commerçants et pour les indépendants. Parce que, pour le coup, là je prends ma casquette d'avocat et de professionnel, je peux vous assurer que la situation des commerçants et des indépendants dans ce pays, elle est gravissime. Alors bien sûr qu'il y a eu des mesures pour les aider, mais ceux qui étaient déjà un petit peu en difficulté, ceux qui se battaient tous les mois pour pouvoir faire leur mois et terminer leur caisse, eh bien je peux vous assurer qu'il y en a déjà beaucoup qui commencent à faire faillite, et ça c'est triste et c'est grave, et c'est aussi une partie des raisons qui ont poussé un certain nombre des Républicains à tirer la sonnette d'alarme sur ces sujets-là. Ouais, une question à Nicolas Dupont-Aignan et puis après je vais donner la parole à nos vraies voix pour qu'elles puissent évidemment vous interroger les uns les autres. Mais Nicolas Dupont-Aignan, les maires à la manœuvre avec les préfets pour mettre en place les mesures de déconfinement, est-ce que ça c'est une bonne chose finalement que le gouvernement ait dit bon allez, c'est pas à Paris que ça doit se décider parce que chaque département, chaque région, chaque ville, eh bien le problème n'est pas forcément tout à fait le même, il n'est pas tout à fait identique. Est-ce que ça c'est une bonne chose ou pas ? Cela pourrait être une bonne chose s'il y avait les masques et les tests. On revient toujours à la case départ. C'est une mauvaise chose si c'est pour se défausser de la pénurie. Et je vais vous donner un exemple. Moi, je n'ai pas compris sur les tests. On nous dit, le Premier ministre a dit, il faut tester les gens qui ont été en contact avec quelqu'un de malade. Bon, très bien. Mais la première chose pour tester, c'est de tester ceux qui vont retravailler.
D'ailleurs, c'est surréaliste. On nous demande d'ouvrir des écoles. Moi, dans ma ville, on nous demande de rouvrir les écoles, mais le préfet nous dit je pourrais pas tester les enseignants ni les personnels de l'école. Alors, on va mettre des enseignants ou des personnels scolaires qui sont pas testés. On croit rêver. Donc, encore une fois, quand ça les arrange, ils renvoient vers les maires. Et puis, quand ça les arrange pas, ils décident tout seuls. Moi, je voterai contre. Il faut être clair. Trop, c'est trop. D'ailleurs, le Premier ministre a annoncé qu'il allait demander une nouvelle loi d'habilitation pour pendant 2 mois gouverner tout seul avec un mépris incroyable du Parlement. On ne peut pas l'état d'urgence sanitaire, oui. Mais on ne peut pas laisser faire ça. Ce sont des branquignoles. Ça fait des semaines que ça dure. Des semaines que ça dure. Ils disent tout et le contraire de tout. Il y a un moment, il faut... Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis qu'il y a des pays qui ont pris des mesures sereines, claires. On doit déconfiner les écoles après, au moins 1 mois après les commerces. On commence par les commerces, on teste, on donne des masques, on fait une expertise au bout d'1 mois. Et comme l'Autriche, à ce moment-là, on rouvre les écoles. Mais on fait les choses progressivement. Dernier point, je voudrais insister, il faut ouvrir des lits de réanimation. On sait qu'on n'a pas assez de lits de réanimation. Ça fait des mois que je demande la réouverture du Val-de-Grâce. Ça fait des mois que je demande qu'on rouvre un hôpital par région de manière à monter à 15 000 lits de réanimation pour se rapprocher de l'Allemagne. Ça, c'est de l'anticipation. Ça sera opérationnel peut-être dans 6 mois. Mais si on a un retour d'épidémie à la rentrée, il faut être prêt. Et il faudrait peut-être un jour que dans notre pays, on puisse anticiper. Voilà. Je vais vous laisser. Jonas Haddad, vous vouliez répondre ? Oui, parce que autant M. Dupont-Aignan pointe parfois des manquements qu'on ne peut pas contester, mais en revanche, sur l'état d'urgence sanitaire, faut être clair, faut pas faire croire qu'on vote les pleins pouvoirs à Édouard Philippe. C'est simplement une procédure qui... Non. C'est simplement justifié une procédure. Au départ, ça n'est pas justifié pendant des mois et des mois. Je vais juste essayer de terminer. C'est pour justement permettre d'avoir des mesures efficaces et rapides pour éviter tout processus législatif, alors que l'Assemblée nationale ne se rassemble pas. Donc, elle se rassemble, elle est tout à fait capable de se rassembler. Le Parlement allemand est ouvert. Le Parlement allemand fonctionne. Donc je ne vois pas pourquoi la France mettrait en suspens sa démocratie. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Allemagne a commencé à déconfiner. Eh bien, la France a déconfiné. Voilà. Et d'ailleurs... Voilà, et d'ailleurs, pour parler de l'Allemagne, ça fait 1 semaine que le déconfinement a eu lieu et on voit que le nombre de personnes qui sont à nouveau atteintes par le Covid-19 remonte. Donc ça prouve que évidemment, on marche sur des œufs. Hein. Allez, on poursuit le débat dans un... Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Bienvenue dans les vraies voix sur Sud Radio. On continue le débat, bien évidemment, déconfinement le 11 mai. Êtes-vous rassuré par le plan d'Édouard Philippe ? 0826 300 300 et puis les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Et la réponse est non, toujours un grand non à 94%. Et des commentaires d'auditeurs, tiens, celui de notre auditeur qui nous dit rassurer est un grand mot, hein, Christophe. Disons qu'il y a un plan qui sera sans doute modifié. Respectons-le dans un premier temps. Les problèmes naîtront d'eux-mêmes, c'est sûr, et les solutions aussi, en tout cas, je l'espère. Voilà, et elles viendront probablement du terrain, les solutions, comme à chaque fois. Jonas Haddad, avocat et secrétaire adjoint départemental LR, ancien candidat LR à la mairie de Rouen, est avec nous. Martine Billard nous rejoint. Bonsoir Martine Billard. Bonsoir. Vous êtes membre du comité électoral de la France Insoumise. Tiens, Martine Billard, avant de donner la parole aux vraies voix, je voulais savoir si la France Insoumise, après cette présentation de ce plan de déconfinement par le Premier ministre, était toujours sur la même ligne, c'est-à-dire voter contre ce texte dans quelques minutes maintenant. Oui, tout à fait, parce qu'il n'y a pas les réponses qu'on pouvait espérer à ce moment de cette crise, quoi. Donc, quelle réponse vous souhaitiez avoir ? Écoutez, on a entendu une défense de l'action passée du gouvernement, notamment sur les masques et sur les tests, mais ensuite, à chaque fois, il faudrait des masques, mais c'est conseillé, mais c'est pas obligatoire, par exemple pour les entreprises. Pour les collégiens, c'est obligatoire, on leur en donnera qui viennent pas avec, ce qui est très sympa pour, si vous voulez, la différence qu'il va y avoir entre les collégiens dans les classes, et tout est comme ça, c'est-à-dire qu'il y aura des tests. Alors, il y a une petite avancée, les tests seront enfin remboursés à 100% par l'assurance maladie, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Mais on ne sait toujours pas quelle sera l'ampleur, on nous promet toujours les 700 000, mais pas plus. Donc, on est toujours un peu dans le en même temps de la République en marche, c'est-à-dire il y aura, ça devrait se faire, mais en attendant, comptez surtout sur vous, sur les collectivités territoriales, de nouveau, les chefs d'entreprise. J'ai relu une phrase qui est vraiment incroyable, de la part du Premier ministre. Il invite toutes les entreprises, quand les moyens leur permettent,
à veiller à équiper leurs salariés en masque. C'est vrai. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire que les entreprises peuvent décider que les moyens ne leur permettent pas de donner des masques aux salariés. Qu'est-ce que fait le salarié dans ce cas-là? Il a le droit de dire écoutez, moi si j'ai pas de masque, j'ai le droit de retrait et je travaille pas. On peut même aller plus loin. Moi, il y a une autre phrase, Martine Billard, que j'ai trouvée absolument extraordinaire sur les masques, puisqu'on nous dit, voilà, l'approvisionnement en masques, il y a les masques que l'on achète à l'étranger qui arrivent, X millions, il y a les masques que l'on fabrique en France, il y a les masques en tissu qui sont fabriqués par les couturières, certaines entreprises, etc., etc. Et puis à un moment dans le discours, le Premier ministre dit, vous pouvez aussi fabriquer votre masque en respectant la règle, etc. Alors ça, j'adore quand un Premier ministre nous dit « vous avez qu'à fabriquer votre masque ». Je trouve ça assez extraordinaire. Je l'avoue franchement. Ça m'a un peu choqué, oui. Oui, puis moi je suis un peu triste pour notre pays, parce que quand même, on est soi-disant la 7e puissance du monde. Vous avez un pays comme le Maroc qui distribue des masques à toute la population au coût de 7 centimes d'euros, l'équivalent de 7 centimes d'euros. L'Espagne distribue des masques à l'entrée des transports publics, parce que le Premier ministre aussi a dit qu'il fallait essayer de pas trop prendre les transports publics. Donc effectivement, c'est un lieu qui est un peu dangereux du point de vue des contaminations. Il aurait pu dire par exemple, écoutez, pour tous ceux qui peuvent, prenez le vélo et on va inciter les collectivités à mettre en place par exemple des pistes cyclables temporaires, comme ça se fait dans plein de communes, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique. Rien. Mais certaines villes veulent le faire, comme par exemple Toulouse et Paris. Oui, c'est pour ça que je dis quelle que soit la couleur politique. Moi j'ai eu l'impression, si vous voulez, d'un Premier ministre à bout de souffle, qui était là, parce qu'il est encore là, mais qui se fait pas trop d'illusions sur son avenir, avec une relance du vieux monde. Parce qu'à aucun moment, il y a une interrogation sur ce qu'il faut relancer et pourquoi. Alors que on est quand même dans une crise qui est une crise qu'on n'a jamais connue, bien évidemment. Donc il y a ce point-là. Oui, bien sûr. Rien au niveau social, parce que si vous voulez, il n'y a rien sur les loyers, il n'y a rien sur les indemnisations chômage, il n'y a rien sur l'aide au secteur les plus fragiles, parce que, par exemple, si vous prenez les cafés, restaurants, hôtellerie, les salariés sont en chômage partiel, mais les patrons aussi. Pour une fois, vous voyez, je prends la défense des petits patrons, parce que qu'est-ce qu'ils deviennent, eux? S'ils peuvent pas, c'est-à-dire 2 mois d'arrêt pour un petit café, ça peut être totalement mortel. Bien sûr, il y en a, c'est ce que disait Jonas Haddad avant que vous arriviez, qui est avocat et qui s'occupe des entreprises en ce moment, le disait, il y a plein de petits commerces qui sont en train de couler. Voilà, c'est une réalité. Et derrière, des salariés qui n'auront plus de boulot. Exactement. Donc c'est l'angoisse, si vous voulez. Et là, il n'a pas du tout répondu à l'angoisse qui existe aujourd'hui dans le pays face à l'avenir, ni en termes d'annonce pour aider les gens, ni en termes d'un projet de société qui permette de relancer notre pays, pas uniquement on repart comme avant. Allez, je vais demander l'avis aux vraies voix. Philippe Bilger, est-ce que vous partagez un petit peu ce qu'a dit Martine Billard sur le fait que on peut avoir l'impression d'avoir eu face à nous un Premier ministre à bout de souffle, qui est en bout de course, quelque part? Je pense qu'il est en bout de course, mais peut-être pas pour les motifs qu'invoque Martine Billard. C'est que il y a dans le couple présidentiel et Premier ministre une tension depuis quelque temps, et notamment dans la gestion du fléau, qui rend de plus en plus insupportable. Le président a démenti, Oui, mais n'empêche que il y a des éléments dont on a pu parler hier qui n'étaient pas loin de démontrer la plausibilité de cette hypothèse. Non, moi je trouve Martine Billard évidemment très intelligente comme d'habitude, de même que Jonas Haddad. Je trouvais Nicolas Dupont-Aignan comme d'habitude excessif, mais je trouve que le procès est tout de même sévère. Voilà un pouvoir qui a hérité d'une situation catastrophique sur le plan du matériel humain et matériel, sans doute de son fait aussi. Ensuite, il a fait ce qu'il a pu pour gérer la crise exceptionnelle à laquelle on est confronté, même si d'autres pays, avec des structures différentes, ont fait mieux. Et puis, voilà ce que propose le Premier ministre. Je rejoins votre auditeur tout à l'heure, Christophe. Il ne rassure pas parce qu'il ne peut pas rassurer. Il propose un certain nombre d'orientations qui ne sont peut-être pas exemplaires ni parfaites, mais qui sont sans doute les moins mauvaises en sortant d'une épidémie extraordinaire. Et bien sûr, Martine Billard, il ne couvre pas toutes les problématiques sociales et économiques auxquelles l'épidémie nous confronte, mais il me semble tout de même que l'exercice demeure estimable.
Jean Dorido, est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe Binger et notamment sur cet aspect, on en parle là, mais sur cet aspect social où c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'annonce, on sait qu'il y aura de nouvelles réunions et probablement de nouvelles annonces sur le chômage partiel dans les jours qui viennent pour que le chômage partiel se poursuive jusqu'au mois de juin a priori. Est-ce que vous trouvez qu'il aurait fallu aller plus loin sur ce plan-là ? Oui, je pense qu'il aurait fallu aller plus loin. Je rejoins à 400% le point de vue de Madame Martine Billard. J'apprécie d'ailleurs qu'elle ait une pensée sincère pour les tout petits patrons. C'est vrai, les entrepreneurs individuels, les patrons de petits bistrots qui sont dans une situation absolument dramatique. Et là-dessus, c'est vrai que le Premier ministre reste fidèle, je dirais, à cette idée de Start-up Nation qui a pour le coup du plomb dans l'aile. Son discours, je maintiens qu'il manque cruellement de leadership. Je me rappelle, on est bercé par des mythes politiques comme ça. Je me rappelle de ce discours de Kennedy, vous savez, qui annonçait que l'homme allait marcher sur la Lune. Je trouve, passez-moi l'expression, que ça avait de la gueule, quelle que soit la sensibilité politique. C'est pas la même chose en même temps, mais bon. Ressentir. Là, j'aimerais entendre un leader politique qui nous dise qu'on va se sortir de cette crise, que les solutions vont arriver et que tous ensemble, en restant solidaires, fidèles aux valeurs républicaines, nous allons réussir. Et là, j'entends une espèce de professeur au rabais qui ne fait que mettre en garde, qui ne fait que prévenir que si nos concitoyens ne sont pas raisonnables. Enfin, il y a un champ lexical qui est de l'ordre du discours punitif qui, à mon sens, manque cruellement de leadership politique dont on aurait besoin aujourd'hui pour retrouver de l'élan et aider les plus faibles d'entre nous, y compris d'un point de vue social, à sortir la tête haute de cette crise sans précédent. Ouais. Philippe Rossi, quel est votre sentiment, vous, après ce discours du Premier ministre, cette présentation de plan de déconfinement ? Alors moi, ce que je retiens surtout de ce discours, ce sont les premières phrases d'Édouard Philippe qui a dit, et ça a été repris un petit peu au tout début, puis ça a été très vite oublié après le plan, qui a dit « Si les indicateurs ne sont pas là, on ne déconfinera pas le 11 mai, ou alors on déconfinera beaucoup plus strictement. » Et je lisais quelques minutes avant un article qui expliquait qu'en Allemagne, le déconfinement a eu lieu depuis quelques jours, mais Angela Merkel pense à reconfiner d'ici quelques jours, puisque, eh bien, il y a une deuxième vague qui est en train d'arriver, et qu'au Royaume-Uni, à Londres, et vous en parliez vous aussi un petit peu Christophe, il y a également des pédiatres qui sont un peu inquiets, puisque maintenant les enfants ont l'air, alors on ne sait pas trop, faut le prendre au conditionnel, mais auraient l'air d'être contaminés par de nouveaux symptômes du coronavirus. Donc il est bien possible qu'avant d'élaborer tout ce plan de déconfinement, qu'on soit à nouveau confiné pour encore quelques semaines. Alors la question également, Jonas Haddad, on en parlait avec Dupont-Aignan tout à l'heure qui était avec nous, c'est cette idée de se dire, en tout cas, peut-être que l'on ne va pas avoir de vacances d'été, parce que on en est là. Et évidemment, je pense à tous ceux qui ne pourront peut-être pas en prendre, des vacances, qui n'en prennent pas les autres années et qui seront peut-être encore plus nombreux cette année. On en fera peut-être partie, on ne sait pas encore. Mais cette idée de se dire les plages restent interdites, etc. Et les hôtels et les restaurants, on ne sait toujours pas à quel moment ils pourront, le cas échéant, réouvrir leurs portes. C'est quand même très inquiétant pour tout un secteur, ce secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration. Et vous qui êtes avocat et qui défendez des petits patrons, notamment dans ces secteurs, j'imagine que la situation est dramatique et inquiétante parce qu'il n'y a pas de réponse pour eux. Surtout que ça fait partie de notre stratégie économique. La France est la première destination au monde. Donc c'est la première destination au monde. Si on est les derniers à déconfiner nos restaurants, nos hôtels, je dirais nos plages aussi, dans une moindre mesure, on va avoir un vrai problème économique. Dans mon souvenir, c'est 7% de la création de richesse, le secteur du tourisme. Donc c'est extrêmement important. Mais deuxièmement, même une fois, imaginons qu'on est déconfiné. J'avais un entretien ce matin avec le dirigeant d'un réseau de restaurants. Il me dit il faut qu'on installe des plexiglas entre chacune des tables si on veut s'installer. Entre les tables. Voilà, ouais. Il faut qu'on puisse sécuriser ce qui se passe en cuisine. Il faut qu'on puisse avoir des réponses de la part notamment de la DGCCRF pour savoir si on peut proposer tel ou tel plat, le cru, le cuit, etc. Enfin, je pense que, vous savez, Emmanuel Macron avait un entretien vendredi dernier avec tout ce secteur-là.
c'est un des secteurs, je parle pas que de ça, mais c'est un des secteurs sur lesquels il faut mettre le paquet, parce que ça, j'ai vu Xavier Bertrand et Martine Aubry qui ont fait une tribune là-dessus, comme quoi c'est transpartisan. Ça fait partie de notre art de vivre, en fait. Voilà, cette capacité à se retrouver au restaurant, etc. Vous parlez de mon métier d'avocat. Parfois, on règle des histoires, des dossiers en se retrouvant et en déjeunant ensemble et en prenant un café. Toute la difficulté, c'est de se retrouver dans un endroit qui, à la base, est plutôt un endroit de bien-être et de convivialité, alors qu'on sait que, vu la situation, on ne va pas pouvoir vraiment être dans le bien-être ni dans la convivialité. C'est ça le problème. Donc ça paraît un peu insoluble quand même. Honnêtement, aujourd'hui, à l'heure où on se parle. C'est insoluble, mais je vous donne juste ce chiffre-là. Si on compte qu'à partir de la mi-février, leur fréquentation a baissé. Je pourrais prendre d'autres exemples. Prenons par exemple les espaces de coworking. Vous savez, les gens sont accueillis pour travailler ensemble. Eh bien, si on prend de février jusqu'à septembre, puisque les gens ne reviendront pas travailler dans ces endroits-là, et que une journée qui n'est pas passée est une journée perdue, ça fera quasiment 6 mois et demi, voire 7 mois de chiffre d'affaires en moins. Il faut juste que nos auditeurs aient conscience. C'est vrai, non mais vous avez raison, bien évidemment. Et puis il y aura les mois qui vont suivre, parce que le temps que les gens reviennent, le cas échéant, au restaurant, etc., ça paraît un peu compliqué. Jean Dorido, vous vouliez intervenir? Oui, pour aller dans le sens de ce que vient de dire M. Haddad, je l'avais noté l'autre jour, la restauration, c'est 90 milliards d'euros par an en France, et le tourisme, c'est 160 milliards d'euros par an. Ça veut dire que c'est absolument colossal sur la richesse que crée notre pays chaque année, et donc sur tout ce qui s'ensuit, en termes notamment de solidarité sociale. Parce que ça fait des cotisations en moins, évidemment. C'est vrai. Ah bah oui, complètement. Oui, ça va être aussi un sacré problème quand même, je pense, évidemment. Dites-moi, Jonas Haddad, autre sujet abordé par le Premier ministre tout à l'heure, le traçage numérique. Alors on pensait qu'il y aurait un texte qui serait présenté aujourd'hui en même temps que ce texte sur le déconfinement. Bon, finalement, ce n'est pas le cas. Ce texte est renvoyé dans quelques jours, quelques semaines. Tout n'est pas prêt, visiblement. Vous êtes plutôt favorable chez les LR à ce traçage numérique des gens qui peuvent être malades le cas échéant, ou des personnes contacts, ou bien vous dites attention, danger sur nos libertés individuelles? Je vous remercie de me poser cette question parce que c'est un sujet que je suis avec grande attention. Moi, à titre personnel, j'y suis, disons, favorable parce que je considère qu'aujourd'hui, on donne déjà toutes nos informations à Google, à Facebook, à Waze, à tout ce que vous voulez sur Internet pour notre loisir. Je vois pas en quoi ce serait dérangeant qu'on le donne pour notre santé sur la base du volontariat. Donc à partir du moment où quelqu'un se dit « je suis prêt à donner mes données personnelles pour pouvoir me préserver d'un point de vue de santé », ce n'est pas dérangeant. Mais attention, il ne faut pas que ce soit le gadget, comme on parlait tout à l'heure de la Startup Nation, qui cache la forêt. C'est dans l'arsenal de lutte. Ça peut être une solution, mais ce n'est pas la solution miracle. On parlait des autres pays tout à l'heure. Il y a d'autres pays qui ont fait le traçage, mais qui avaient surtout avant les masques et les tests. Le traçage seul ne sert à rien si on n'a pas les masques et les tests. Donc à titre personnel, je suis favorable, mais uniquement sur la base du volontariat. D'ailleurs, cette position, elle n'est pas extrêmement originale puisque on évolue dans le système européen. Et le système européen, donc la Commission européenne et la CNIL, on dit clairement à la France, nous avons pris note du fait que vous vouliez sortir cette application. En revanche, faites bien attention à ce que ce soit sur la base du volontariat et géré par les ARS. Parce que si ça doit être géré par des géants du numérique, on n'aura pas les mêmes garanties en matière éthique et de protection des données personnelles. En tout cas, si ça se fait, ça va être très compliqué en plus, puisque Apple a refusé, par exemple, le système, et donc ça veut dire que les gens comme moi qui ont un téléphone Apple, de toute façon, ne pourront pas s'inscrire et ne pourront pas participer le cas échéant. Martine Billard, quel est votre sentiment par rapport justement à ce traçage numérique d'une partie de la population, même sur la base du volontariat? Est-ce que vous y voyez quelque chose à la fois de négatif et qui pourrait avoir une incidence sur nos libertés, en quelques mots? Tout à fait. Je crois qu'il y a plein d'études qui ont montré quand même les conséquences de ce type d'utilisation. D'abord, sur la base du volontariat, ça a assez peu d'effets, puisque ça concernera déjà peu de monde. Et donc, du coup,
ça aura peu d'intérêt. Bon, en plus, c'est déclaratif. Bon, puisque quelqu'un déclare qu'il est malade et ainsi de suite. Donc, je crois qu'il vaut mieux partir sur d'autres outils qui sont effectivement les masques, les tests et ainsi de suite. Et je voudrais revenir sur les conséquences économiques et sociales. Parce que c'est indéniable que pour tout ce qui est tourisme, restauration et tout, il n'y aura pas un redémarrage total. C'est infaisable dans les mois qui viennent. Donc, il va y avoir du chômage. Donc, soit on se dit, on fait rien, on attend. Bon, soit on se dit, écoutez, puisque de toute façon, il va y avoir une main-d'œuvre disponible. Je prends main-d'œuvre au terme technique, pas péjoratif. Bien sûr. Bon, quels sont les secteurs dont on a besoin aujourd'hui ? Le gouvernement nous avait dit qu'il y aurait un grand plan pour l'hôpital, compte tenu de la réalité à laquelle nous avons été confrontés, qui a montré qu'il y avait des moyens insuffisants, puisque la case de l'hôpital est quand même en cours depuis maintenant une bonne décennie. Bon, donc ça pourrait être ça, un grand plan, justement, pour l'hôpital, avec embauche d'aides-soignants, d'infirmières, ainsi de suite. Bon, donc ça permettrait de recréer de l'emploi. On peut mettre en place un grand plan de rénovation thermique. On en a besoin, on sait qu'il y a beaucoup de passoires thermiques dans notre pays, et on en a besoin dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc ça recrée de l'emploi, puisque c'est de l'emploi dans le BTP qui n'est pas délocalisable. Bon, on peut redévelopper le ferroviaire, notamment au niveau du fret, parce que c'est plus intéressant d'avoir un train de ferroviaire, enfin un fret de marchandises, marchandises, que d'avoir des camions avec des chauffeurs de camions qui prennent des risques. Bon, or, qu'est-ce qu'on a en ce moment ? On a Air France, donc qui va relancer son activité, ici pour sauver Air France, avec des conditions. La Air France nous annonce qu'il relance les vols Paris-Brest, Paris-Montpellier, Paris-Bordeaux. Or, en même temps, le Premier ministre vient de nous expliquer qu'il fallait on n'aurait pas le droit de se déplacer au-delà de 100 km de son domicile, sauf pour des raisons impérieuses. Il faudrait savoir, si on n'a pas besoin de se déplacer au-delà de 100 km de son domicile, pourquoi relancer ces vols ? Outre que, en plus, ces vols correspondent à des lignes de TGV. Donc il y a une absurdité. C'est pour ça que je disais, on repart dans le vieux monde comme avant. Alors que ça devrait être le moment de se poser des questions. Se dire, écoutez, il faut qu'on réponde aux nécessités économiques et sociales. C'est le et en même temps. C'est le et en même temps. C'est le et en même temps permanent. Voilà. Philippe Binger, un mot de la fin, Philippe, rapidement. Mais je me demande si ce que souhaite Martine Billard pourrait être mis en œuvre dès maintenant. Est-ce que la priorité, ça n'est pas de tenter de sortir le moins mal possible de cette catastrophe sanitaire et ensuite peut-être une autre politique serait possible, mais avec d'autres personnes, sauf si le président de la République était sincère en affirmant qu'il a découvert les heureux effets d'une souveraineté nationale. Oui, mais ça, on verra d'ailleurs ce qui se passera dans les mois qui viennent, si effectivement ce discours-là deviendra extrêmement concret, c'est-à-dire si on va réussir à réintégrer sur le territoire un certain nombre de secteurs, d'entreprises pour fabriquer des médicaments. Tiens, par exemple, et ne pas attendre que ce soit en Inde, par exemple, que ces médicaments, ou en Chine, soient fabriqués. Merci à tous d'avoir participé à ce débat et d'avoir débriefé avec nous le discours et le plan du Premier ministre cet après-midi à l'Assemblée.